Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et cette semaine on va dépenser plein d'argent et oui on va dépenser plein d'argent car oui cette semaine on va revenir un peu sur comment aménager son nouvel appartement japonais. Bah oui, on va rêver, vous venez d'arriver au Japon et vous avez fait le foufou, vous n'êtes pas passé par un appartement tout en un pour Gaijin où les meubles sont déjà compris, il y a même le wifi, bref, vous avez juste à poser vos valises et voilà. Bah non, vous êtes allé à la dure quoi, vraiment, vous êtes allé en warrior, vous avez galéré pour trouver un appartement qui accepte les gaijin, parce qu'ils sont souvent en dessous du niveau d'acceptation des animaux, des chats et des chiens, donc c'est pas forcément le truc le plus simple de la galaxie. Je vous l'avais déjà dit, j'en ai parlé, quand j'avais cherché un appartement en 2018 via une agence immobilière qui était quand même gaijin friendly à la base, donc quand même qui parlait anglais. Et ils m'ont refusé quand même les 15 premières annonces qui m'intéressaient. À chaque fois, je leur envoyais un mail en disant « Ah bah tiens, j'ai vu celui-là, est-ce qu'il est disponible ?» Oui, mais non. Et puis celui-là, oui, mais non. Et celui-là, non. Mais, c'était ça 15 fois d'affilée. Au bout d'un moment, c'était un petit peu marre. Vous vous rendez compte, ça a dû durer, je sais pas, pendant une semaine où je devais leur envoyer 3-4 annonces par jour, quoi, en leur disant « Bah voilà, parmi ces annonces, lesquelles sont disponibles ?» Et enfin, au bout d'un moment, ils m'ont refusé les 15, et puis au bout d'un moment, ils m'en ont trouvé une quand j'ai commencé à gueuler en leur demandant s'ils avaient vraiment une annonce pour Gaijin, sinon on perdait tous les deux notre temps et ça n'avait pas d'intérêt. Bref, après toutes ces galères, comme vous avez pu les vivre avec moi, votre appartement, vous l'avez, vous l'aimez, il est tout beau, oui, mais voilà, il y a un problème, c'est qu'il n'y a rien dedans. Bah ouais, il va falloir l'équiper et en vitesse. Et ce podcast va être là pour vous aider. Mais avant tout, on va quand même, comme d'habitude, vous le savez, passer par le sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va suivre un photographe sur Kyoto, on va manger du pain sur Otsu et on finira avec, je sais pas encore en fait, parce que je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais parler. Bah oui, pour une fois, ce sera la surprise. Mais allez, pour l'ameublement, l'électroménager, qu'est-ce qu'on fait ? Choisissez bien, choisissez but, vous le savez. Enfin non, on va pas choisir but, ni Fly, ni Darty, ni Boulanger, car tout ça, ça n'existe pas au Japon, bien sûr. Mais pas d'inquiétude, il y a quand même de quoi faire et c'est pas très très compliqué de pouvoir s'aménager au Japon. Bon, je vais vous prendre mon exemple personnel forcément, parce que lors de ma première installation, j'avais dû faire tout ça. Et donc, autant, c'est mon podcast, donc je vais faire un parallèle avec ce que j'ai vécu moi. Après, donc 12 heures de vol, moi, à l'époque, et 2h30 de train, voire un peu plus, parce que j'avais dû récupérer le Shinkansen à Shinagawa, donc de l'aéroport, j'avais dû prendre aussi un métro ou un train. Et voilà, il y avait aussi une vingtaine de minutes à pied que j'avais dû faire, avec 2 bagages de 23 kg chacun, un sac à dos de 10 kg, plus un autre de 5 kg sur les épaules. Et j'arrivais enfin à mon appartement, totalement exténué pour faire l'état des lieux. Tout ça dans la journée, oui, j'étais parti la veille dans l'avion, et récupérer du coup les clés. Il était 18h ou 19h, je sais plus, en tout cas je me rappelle, il faisait nuit. Ça s'est passé très vite, l'état des lieux. Puis j'ai vidé mon sac, pas mon sac devant l'état des lieux, devant comment s'appelle, l'agent immobilier. Je lui ai pas dit que c'était un gros enculé et que voilà, j'en avais marre, que c'était long, etc. Non, j'ai vidé mon sac à dos, tout simplement. Voilà, j'ai vidé tout ce que j'avais dans mon sac à dos et j'ai juste gardé le nécessaire pour passer la nuit. J'ai laissé mes valises dans l'appartement et après je suis allé direction un hôtel que j'avais réservé à l'avance pour enfin un peu souffler parce que franchement là c'était un peu le marathon et me dire ok ça y est je vis au Japon, surtout que c'est un marathon mais c'était pas n'importe quel marathon où j'avais tout quitté pour aller vivre au Japon. J'avais dit au revoir à mes amis qui m'avaient fait des lettres, machin. Il y en avait un qui m'avait accompagné, j'avais la larme à l'œil, etc. Moi, je pensais peut-être ne plus jamais revenir. Enfin, bon, on sait bien sûr qu'on revient forcément à un moment donné, mais bon, c'était pour moi la grande aventure. Donc, j'avoue, c'était intense. Ça, plus le trajet, le train, etc. C'était un peu compliqué. Donc, j'avoue, une fois que, il est parti de l'appartement, je me suis retrouvé tout seul dans un appartement totalement vide. J'ai pu souffler et me dire, ça y est, je suis au Japon, je suis chez moi. Et puis, de partir à l'hôtel avec un tout petit sac à dos, c'était quand même fort agréable. Bon, alors j'ai passé la nuit à l'hôtel, etc. C'était cool, avec mon côté, hop, ça y est, je vis au Japon. Et le lendemain, par contre, c'était une toute autre histoire, pardon. J'ai quitté mon hôtel, forcément, et direction, l'appartement. Oui, je suis retourné dans mon nouvel appartement. J'ai refait le tour un peu du propriétaire, parce que la nuit, j'avais un peu regardé comme ça, j'étais resté 10 minutes, mais bon, voilà, j'étais un peu exténué, donc le but c'était de rentrer dans mon hôtel et d'aller surtout chercher à manger.
Et là, du coup, le matin, c'était un peu l'occasion de prendre mes marques, de regarder un peu l'appartement, de tout vérifier. Et puis commencer ce que j'ai appelé l'opération commando. Bah oui, je devais vivre dans cet appartement à la base, dès le jour même. C'est-à-dire que le premier soir, j'étais à l'hôtel, mais le lendemain, ça y est, je vivais dans cet appart. Sauf que cet appart, il était vide. Il n'y avait rien, à part des plaques pour chauffer. J'avais même pas d'ampoule dans ma salle de vie. Les mecs étaient partis avec les ampoules. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une tradition japonaise. Mais il n'y avait aucune ampoule. Donc, du coup, j'avais pas de lumière non plus. Donc, il fallait que je trouve de la lumière pour la nuit. J'ai donc pris la direction d'un magasin qui s'appelle Nitori. Alors, notez bien ce nom-là parce que c'est un magasin qui est très pratique. Donc Nitori, c'est un peu le Ikea light japonais. Alors je dis light parce que celui de Kyoto dans le centre-ville est pas très grand. Mais il faut savoir qu'il y a des très très gros Nitori, des gros magasins qui sont vraiment spécialisés dans le meuble, plus souvent en périphérie. Sur Kyoto, il y en a un en périphérie même. Mais celui du centre, qui était le plus pratique de chez moi parce qu'il était à un quart d'heure en gros à pied, c'était un taille d'un magasin, on va dire normal, quoi. Et il est placé en plein Yodobashi Camera. Donc Yodobashi Camera, c'est un gros magasin d'électronique pour ceux qui ne connaissent pas. Et le Yodobashi est situé juste à côté de la gare, à quelques pas de la gare de Kyoto. Je l'avais repéré en fait avant de partir, ce Nitori. J'ai donc ciblé d'aller là-bas pour aller acheter tout le nécessaire de base. Je m'étais dit le premier jour, il faut vraiment faire une opération commando. Il faut trouver la base pour camper en quelque sorte. Parce que pas encore de meubles, donc il fallait faire, comme je vous le dis, du camping. Sur place, j'ai donc acheté un kit de futon. Alors j'avais pas prévu d'acheter un kit à la base, je m'étais dit il faudrait que j'achète un genre de futon, que j'achète un genre de matelas gonflable, un oreiller, une couette. Et en fait, j'ai pas eu besoin parce qu'ils vendaient des kits et j'ai trouvé ça super pratique pour le coup. En gros, c'est un kit avec un futon. Donc le futon, vous savez, c'est le matelas japonais pour dormir par terre. Avec aussi, il y avait un oreiller, une couette, la housse qui va avec, de la couette et de l'oreiller. Bref, c'est le kit parfait pour débuter. Tout ça dans un gros carton un peu encombrant, donc qui ne permet pas de faire, de prendre 45 trucs avec, mais avec une bonne poignée qui permettait de la ramener à pied, ce qui m'a bien aidé les premières semaines pour le coup. Dans ce Nitori, il y avait aussi quelques mini-meubles, des meubles d'appoint, on va dire, pas des meubles vraiment pour aménager, mais plus des meubles d'appoint. Il y avait sûrement des petites tables, des choses comme ça, des tables pliantes, mais vraiment pas les trucs que vous allez vous faire plaisir, c'est vraiment du truc d'appoint. Mais moi, j'étais pas venu pour ça à la base à Nitori. Mon objectif, c'était le dodo. Donc voilà, ce kit futon, c'était vraiment parfait pour moi pour commencer. J'en ai profité aussi du coup pour faire quelques allers-retours et acheter les deux autres nécessités, on va dire, qui sont se laver, oui, il faut bien se laver forcément, et manger, oui, il faut manger. J'ai acheté donc des serviettes de toilette, j'ai acheté des poêles, alors pas des poêles, ça j'ai ce qu'il faut sur moi, mais des poêles pour faire frire et cuire des choses. J'ai acheté des casseroles, j'ai acheté un bol aussi pour pouvoir manger, des baguettes, une paire de baguettes, bref, tous les ustensiles basiques utiles pour manger au départ. J'ai pas voulu faire la complète, j'ai pris vraiment le principe de base pour camper parce que le reste je voulais l'acheter ailleurs. Et j'ai pris aussi ce qu'il fallait au départ pour me laver parce que j'avais pas pris de serviette avec moi. Alors on me dit t'aurais pu prendre une serviette dans tes bagages, mais quand vous partez avec toutes vos affaires et qu'il faut que toutes vos affaires rentrent dans 2 bagages, la serviette vous vous dites c'est pas le souvenir que j'ai envie ou les choses la plus importante que je peux amener avec moi. Donc je m'étais dit j'en amène pas et j'en achèterai une sur place. Et donc le premier jour c'est ce que j'ai fait. Et donc, après avoir acheté tout, on va dire ce qu'il faut pour manger et se laver, l'avantage vraiment, c'est qu'à Nitori, vous pouvez faire tout ça. Il y avait des trucs assez chouettes en plus, qui sont pas forcément du bas de gamme, bas de gamme. Il y avait un peu tous les basiques, et du coup, même pour les poêles et tout, c'était assez cool. J'ai trouvé le magasin très pratique pour ça. J'ai fait donc beaucoup d'allers-retours, il faut savoir là-bas. J'ai acheté aussi là-bas mes rideaux, par exemple, parce que j'avais de larges baies vitrées et le soleil à 4h30 du matin, les premières nuits, parce que j'ai pas acheté mes rideaux tout de suite, je ne sais plus pour quelle raison, mais j'ai pas acheté mes rideaux tout de suite le premier soir. Et donc à 4h30, quand il y a le soleil qui commence à se réveiller, avec les grandes baies vitrées, c'est pas génial, quoi. C'est pas les meilleures matinées que vous passez du monde. Donc les premières nuits, ça n'avait pas du tout été l'extase, vous vous en doutez. Et vous l'avez compris aussi, j'ai pu tout acheter en one shot. J'ai pas pu tout acheter tout de suite, quoi. Déjà, le kit futon, comme je vous l'ai dit, c'est quand même super encombrant. Puis quand vous prenez une poêle, une serviette, un tapis de bain, un bol, c'est des sacs qui sont grands, qui sont encombrants, une casserole. Voilà, j'ai dû faire plusieurs allers-retours pour aller de Nitori jusqu'à chez moi. Heureusement, c'était 15 minutes, mais mine de rien, 15 minutes aller, 15 minutes retour, plus le temps passé à l'intérieur. Vous en faites pas tant que ça dans la journée, puis au bout d'un moment, vous êtes aussi un peu mort de faire tout ça.
J'ai que 2 bras, j'ai pas de voiture, hein, donc j'ai dû faire tous ces allers-retours. Puis je voulais pas prendre n'importe quoi aussi sur place, donc tout est en japonais. Faire des courses, bah voilà, quand tout est en japonais et que vous connaissez pas les prix, c'est un peu compliqué de faire la conversion au début. Bah du coup, ça vous prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps finalement que quand vous faites des courses normales, sauf si bien sûr vous êtes un peu en mood je m'en fous, je prends le truc le moins cher, celui avec le moins de chiffres, puis je m'en fous de la qualité, je m'en fous si c'est joli, etc. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Donc, du coup, bah, forcément, j'ai pris mon temps, j'ai regardé, j'ai dit, tiens, est-ce que je vais prendre cette poêle-là? Est-ce que je prends cette poêle-là? Puis, vous savez, il y a des poêles qui marchent sur des plaques vitrocéramiques et d'autres sur d'autres plaques qui sont différentes. Et bah, quand c'est écrit en japonais, c'est un peu compliqué d'être sûr de savoir ce que vous allez acheter. Donc, bah, vous passez du temps, puis vous êtes sur votre portable, du coup, à vérifier, à calculer les prix, à aller sur Internet pour essayer d'avoir des traductions. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps au démarrage, cette opération commando. Mais voilà, il fallait y passer le premier jour, et je pense que ça n'a pas duré qu'un jour, hein, je pense que ça a dû durer au moins 2 bonnes journées hein, d'opération commando, voire je sais que Yodobashi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours après pour acheter de temps en temps des choses au début. Donc c'était l'opération kit de survie du début. Et je suis aussi passé par le traditionnel, et ça je vous y invite aussi à y aller, j'en ai déjà parlé, le 100 yen shop. J'en avais un qui était juste à côté de chez moi, je vous en ai parlé, hein, les 100 yen shop, hein, c'est cool pour acheter plein de conneries. Vous avez besoin d'un balai, vous avez besoin de cintres, vous avez besoin d'éponges. Bah, vous allez au 100 yen shop, vous aurez tout le nécessaire de trucs à la con, en gros, qui vont être pratiques pour démarrer au début, quand vous allez vous installer dès les premiers jours. C'est le petit équipement, des conneries pour pas cher, et du coup, bah, souvent il y en a partout, des 100 yen shop, c'est souvent très proche de chez vous. Donc là, c'est un passage un peu pour moi obligé. Mais bon, il est bien mignon, hein, Nicolas, mais on va pas vivre non plus avec un futon et 3 ampoules, parce que j'ai acheté aussi des ampoules, hein, bien entendu, et une serviette, ainsi qu'un tapis de bain. Et vous avez totalement raison. Et c'est là que je sorte la carte maîtresse, la carte Easy quand tu t'installes au Japon. La carte, quelle carte? Ben, on va parler un petit peu après parce que j'ai oublié de vous parler encore de quelque chose d'autre qui est quand même hyper important aussi au démarrage et qu'on va acheter. C'est des ampoules, voilà, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai l'impression que les Japonais partent avec leurs ampoules. Alors je sais pas si c'est toujours ça, mais là aussi j'ai un peu galéré. Et ça, heureusement, il y avait le Yodobashi Camera où j'ai pu faire des achats un peu d'électronique et de me dire aussi de kit, un peu de survie, mais on en reviendra après. Mais ça faisait partie de mes premiers achats aussi, tout ça. Mais allez, revenons donc à la fameuse carte, voilà, c'est easy quand tu t'installes au Japon, la carte maîtresse, celle que je vais ressortir la prochaine fois, c'est la carte Ikea. Bah oui, Ikea, vous connaissez tous, hein, les noms des meubles imprononçables. Voilà, Ikea est présent partout dans le monde et ils sont partout aussi au Japon. Je suis sûr que même dans l'Atlantide, ils ont un Ikea qui doit être planqué quelque part. Bref, le gros avantage d'IKEA, quand on s'installe, en tout cas dans un pays comme ça où tout est un peu compliqué, c'est que vous connaissez déjà tous les meubles. Vous connaissez par cœur, c'est les mêmes catalogues partout dans le monde. Et en plus, l'avantage du site japonais, c'est qu'il existe aussi une version anglaise de ce site japonais. Donc, quand vous allez commander, vous allez pouvoir surfer dessus rapidement, facilement, sans faire les traductions, sans passer par Google Chrome qui va traduire automatiquement. Non, ils ont déjà un site en anglais qui est le site japonais, hein, qui est traduit, c'est pas le site anglais ou le site américain, non, c'est le site japonais qui est traduit en anglais. C'est pas bête, ils ont pensé au gaijin. Merci Ikea, parce que franchement, ça fait gagner du temps. Mais moi, en fait, ce que j'avais fait au tout départ, c'était simple. C'est avant de partir, j'avais vu quand même les photos de mon appartement. Donc j'ai pris mon appartement sans le visiter, hein, vous l'avez compris, je l'avais pris à distance. Donc j'avais vu quelques photos. J'avais un peu imaginé finalement l'aménagement que j'allais faire dedans, les meubles que j'aimerais. Et puis je suis allé sur le site d'IKEA, j'ai commencé à regarder sur le site IKEA français, hein, tout simplement, ce qui se faisait, voir à peu près ce que je pourrais prendre, ce que je pourrais acheter. Puis il y avait des choses où j'étais pas sûr, des choses où je me suis dit tiens, est-ce que ce canapé est confortable, est-ce que ce meuble il est vraiment joli. Du coup je suis allé à Paris, dans l'IKEA le plus proche, j'ai fait ma petite tournée, j'ai testé, j'ai regardé, j'ai pris des notes, voilà, des meubles qui m'intéressaient. Et j'avais aussi fait, comme je le disais sur le site, j'avais noté toutes les dimensions possibles et inimaginables de chaque produit. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi d'avoir les dimensions, c'est quand même très pratique. Du coup, comme je vous l'ai dit, avant de partir, j'avais mon petit Google Sheet, mon petit fichier Excel si vous préférez, de tous les trucs, de tous les meubles que je voulais acheter sur Ikea. J'avais les dimensions exactes des meubles, mais aussi des colis. Et je vais vous expliquer pourquoi j'avais pris les dimensions des colis dans mon fichier. Une fois sur place, j'ai ouvert mon laptop quand j'étais arrivé dans mon appartement, j'ai sorti le Google Sheet et puis j'ai mesuré, voir si j'avais eu le compas dans l'œil, si mon canapé il rentrait vraiment à l'espace où j'avais prévu, si tout était plutôt bien fichu. Et franchement, je m'en étais pas trop mal sorti parce que tout rentrait un petit peu près bien. Il y avait une ou deux conneries qui n'étaient pas bons, mais dans l'ensemble, tous les trucs que j'avais prévu d'acheter, ça passait.
J'ai donc facilement ensuite enchaîné en allant sur le site d'IKEA, japonais cette fois-ci. J'ai préparé mon panier pour passer la commande et 2-3 semaines plus tard, le livreur IKEA débarquait avec tout mon bordel. Et donc un appartement entier ameubler, forcément, ils ont eu de quoi faire pour tout monter dans l'ascenseur, mais ça s'est super bien passé. Jusque le premier soir, voilà, vous passez d'un appart qui était quasi vide, où il y avait juste un futon, finalement un entrepôt de cartons bordélique, où c'est un peu galère de devoir ouvrir les cartons, de monter les meubles avec très peu de place finalement. Et je vous ai donc dit que j'avais noté aussi la taille des cartons. Alors je sais qu'il y en a certains qui se sont dit mais pourquoi il a fait ça? C'est un gros psychopathe. Oui, sur le site d'IKEA, tu peux avoir la taille des cartons et franchement c'est pratique. Alors là, vous vraiment vous dites, ce mec est déglingos, quoi. Il a que ça à faire de ses journées, de noter la taille des cartons des choses qu'il va acheter. Mais en fait, niveau préparation, c'est quand même pratique. Parce que j'avais noté tout ça, car il fallait vérifier que tout passe par l'ascenseur. Car quand vous achetez un canapé 3 places avec une méridienne, qui va être aussi votre lit au final, et que vous habitez au 8e étage, vous n'avez pas spécialement envie que le livreur arrive et vous dise en fait ça passe pas dans l'ascenseur, tout ça en japonais que vous comprendrez rien. Être un petit peu dans la merde, vous savez pas ce qui va se passer dans ces cas-là. Est-ce qu'il va vous le laisser dans l'entrée? Est-ce que ça va être des histoires à n'en plus finir? Est-ce qu'il va le ramener? Mais tout ça en japonais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rien comprendre. Voilà, c'est quelque chose, si vous pouvez checker ça avant, c'est quand même mieux. Et en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était demandé en fait sur le site d'IKEA de vérifier la taille des cartons et la taille de l'ascenseur pour prévenir au cas où l'ascenseur ne soit pas accessible pour certains cartons et que donc il prévoit voilà, et cas échéant de pouvoir passer ou rentrer. Ou imaginez, parfois il y a même des meubles qui ne rentrent pas dans les cages d'escalier, donc c'est pour ça qu'il faut prévoir un petit peu tout ça. Et donc c'est vrai qu'IKEA, avec ses tailles de carton, mine de rien, c'est quand même assez pratique de noter l'info avant de partir. Ça vous évite de perdre du temps aussi après sur place. Donc un conseil, aussi dans votre valise, partez avec un mètre. C'est con, alors je suis pas parti avec une serviette de bain, mais je suis parti avec un mètre, parce que mine de rien, je l'ai utilisé dès le premier matin pour tout mesurer, et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Bon, j'aurais pu en acheter un sur place, au Yodobashi sûrement, mais ça m'a évité d'aller chercher ça, de savoir où j'allais trouver un mètre, etc. Dès que je suis arrivé, j'ai pu mesurer et me dire, ok, tout est bon, je peux faire ma commande. Donc oui, Ikea, après, on aime ou on n'aime pas, il y a deux écoles. Mais l'avantage quand on s'expatrie, c'est le côté pratique, surtout dans un pays où vous ne parlez pas la langue. Vous pouvez acheter sur le site sans aller sur place, et vous connaissez déjà tous les meubles, vous avez pu aller les voir avant, et c'est ce que j'ai fait perso, parce que il n'y a pas de Ikea à Kyoto. Donc le plus proche, il était à Kobe, ce qui n'est pas non plus la porte à côté. Les premiers jours, on a autre chose à foutre que de traverser tout Osaka, Kobe pour aller à Ikea. Et puis je me voyais pas trop parlementer avec les caissières en japonais en me disant si personne parle anglais, ça va être quand même la galère. Pour donner mon adresse, je parlais pas un mot. Alors qu'avec le site, j'ai pu tout commander, me faire livrer directement, faire les traductions quand il y avait vraiment besoin, sans me prendre le chou, sans stress. Et vu que les meubles sont les meubles sont les mêmes partout, voilà, que vous soyez au Bangladesh ou en Suède, en France, c'est exactement les mêmes, quasiment, à part peut-être une variation de coloris qui va changer ou un petit truc spécifique, mais la plupart des meubles sont les mêmes. Vous pouvez même faire un check avant de partir et donc savoir ce que vous allez acheter. Et sans bouger après, en arrivant sur place, ça fait un stress en moins, c'est quand même plutôt super cool. En tout cas, moi perso, pour ma prochaine installation, je referai exactement le même pour sûr. J'ai déjà commencé à faire ma liste de trucs à acheter, mais ça, on en parlera dans le fameux épisode Road to Japan, quand je serai au Japon et que je passerai commande. Je vous expliquerai un peu tout ce que j'ai acheté, puis peut-être les petits trucs que je verrai en direct sur les difficultés ou justement les facilités de commander sur Ikea, parce que là, je le referai en direct. C'était il y a 4 ans, donc forcément, j'ai un peu oublié les problématiques que j'avais eues sur place, des toutes petites problématiques qui peuvent arriver. Bon, voilà, le set de camping, on était bon, j'avais le futon, etc. J'avais de quoi me sécher, de me laver et de faire cuire un œuf, tout est bien. Les meubles, on était bon, c'était commandé, mais bon, c'était pas encore là, mais en tout cas, c'était fait. Mais on a oublié un truc quand même qui est assez important au départ, dès les premiers jours, des trucs à acheter. Parce que faire du camping, c'est bien, mais un homme civilisé, il a besoin aussi de garder ses aliments et ne pas aller chasser tous les jours au 7-Eleven. Et donc, qu'est-ce qu'il faut acheter? Un frigo. Oui, bien sûr, un frigo, c'est hyper urgent de l'avoir. Puis aussi, le reste de l'électroménager. Alors pour ça, pas de panique non plus. Vous avez 2 grosses enseignes, j'en ai déjà parlé d'une, j'ai déjà parlé dans le podcast plusieurs fois. C'est Big Camera et Yodobashi. Caméra aussi, Yodobashi Camera, oui, Yodobashi Camera. Je vous en ai déjà parlé, c'est des Fnac puissance 12. Alors pourquoi puissance 12? Car c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus complet finalement que nos Fnac habituels. C'est des vrais supermarchés géants de l'électronique et l'électroménager, voire plus, si affinité. Et pour ma part, c'est là-bas que j'ai acheté tout mon électroménager.
mon frigo, voilà, mon micro-ondes et ma machine à laver. Le frigo micro-ondes, je les ai achetés en même temps. Ils avaient un peu le même design, la même gueule, c'était la même marque. C'était un truc bleu, c'était très joli. Je l'ai acheté pour la couleur, je dois l'avouer. Oui, je suis très fashion victime, mais j'adorais mon frigo. J'ai même regardé là s'il était toujours disponible. C'était pas le plus meilleur frigo, je pense, en termes de technique de frigo, même si j'y connais rien en technique de frigo, mais il était très beau. Donc j'adorais vraiment mon frigo dans mon appartement, mais a priori il ne se fait plus, donc un peu dommage. Il faudra que je prenne un frigo plus classique où peut-être j'aurai la chance, en étant sur place, de découvrir une merveille, un truc un peu coloré, car oui, j'aime les couleurs, et le blanc, le noir, ça va un peu, mais un peu de couleur, ça ne fait pas de mal. Bref, mon frigo et mon micro-ondes, je l'avais acheté au Yodobashi avec un gars qui parlait pas un mot d'anglais. Mais étrangement, j'en avais déjà parlé dans des anecdotes, hein, vous connaissez, tout s'est bien passé, que ça soit la vente et la livraison. Donc franchement, aucun souci. Ça a pris du temps par contre, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis du genre à pas vouloir acheter n'importe quoi. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours, j'ai regardé beaucoup de frigos, puis j'y connais rien en frigo. Hein. J'ai acheté un frigo, la dernière fois que j'en avais acheté, c'était il y a 25 ans peut-être. Donc voilà, j'étais là, j'ai acheté un frigo, je sais pas ce qui se fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Puis là, tout est en japonais. Les prix, pareil, ça vous parle pas. Donc j'ai dû faire des allers-retours, je suis retourné chez moi, aller sur le laptop, regarder un peu sur internet, voir s'il y avait des avis de ceux que j'avais repérés. Je prenais en photo quelques étiquettes, quelques frigos. Donc voilà, j'ai fait quelques allers-retours. Ça m'a pris beaucoup de temps finalement tout ça. Après, encore une fois, hein, si vous êtes en mode oh, je m'en branle, je veux juste un frigo, ça peut aller très vite. Hein. Mais moi, c'est pas mon genre. J'aime bien voilà, être sûr de ce que j'achète et prendre mon temps, réfléchir, ne pas faire n'importe quoi. Et donc, du coup, ça me prend du temps. Et si vous êtes comme moi, ça vous prendra du temps et encore plus de temps qu'habituellement parce que vous êtes au Japon. Voilà, vous êtes au Japon et c'est en japonais. Donc, ça sera compliqué. La machine à laver, je suis allé par contre à la concurrence. Donc, je suis allé à Big Camera. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Je sais plus pourquoi je suis allé à Big Camera et je l'ai pas acheté à Yodobashi. Big Camera qui est pas très loin de Yodobashi, qui est encore plus proche de la gare, mais plus petit que le Yodobashi Camera à Kyoto. Et peut-être que voilà, c'était parce que j'avais trouvé un meilleur prix là-bas. Je sais pas du tout honnêtement. Mais là aussi, ça a été encore un peu plus simple, même qu'à Yodobashi, car ils ont un service en anglais. En gros, le vendeur qui ne parlait pas un mot d'anglais a pris un téléphone filaire, pas très pratique, mais a pris un téléphone filaire. Il a appelé un service en anglais et du coup, on a fait une conversation à trois où on se passait le combiné et il faisait la traduction. Alors, c'est vrai que si vous ne parlez pas un mot d'anglais, ça peut être quand même un petit peu compliqué aussi. Mais bon, j'ai bien réussi à acheter des trucs en japonais, enfin avec des gens qui ne parlaient que japonais et qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc j'ai envie de dire, si vous parlez que français, que vous ne parlez pas anglais, ça ne sera pas plus compliqué que dans mon autre cas. Hein. Mais bon, je vais pas vous mentir, hein, c'est quand même, comme je disais, quand même un peu un galère de choisir tout ça, tous ces trucs d'électroménager. Parce que vraiment, on comprend rien. La fiche technique, on comprend rien. Les prix, ça nous parle pas. Pour comparer, c'est chiant. Même quand vous voyez deux prix, vous dites attends, 300 000 yens, 50 000 yens, mais c'est quoi déjà? Ça fait combien? C'est quoi la différence? Voilà, c'est quand même assez dur de faire la conversion comme ça en direct. Ça demande pas mal d'attention et puis je vous dis de recherche un peu sur le net. Sauf si, encore une fois, si vous voulez faire les choses au hasard. Parfois, le hasard fait bien les choses. Et moi, par exemple, je crois que la machine à laver, ça m'avait un peu saoulé, j'avais pris un peu au pif, et elle marchait franchement super bien. Et comme je vous l'ai dit, mon frigo, je l'adorais. Donc j'ai quand même eu de la chance là-dessus, et ça s'est pas été si compliqué. Ça a pris du temps, mais ça n'a pas été si compliqué que ça. Enfin bref, voilà. J'ai quand même eu quelques problématiques sur l'électroménager, surtout en fait, c'était pour brancher la prise de terre de mon micro-ondes, parce que la prise de terre au Japon, ça n'a strictement rien à voir avec la France, mais bon, avec l'aide de Google et d'Instagram, je m'en suis sorti. La machine à laver, ça a été hyper simple parce que c'est le livreur qui l'a pris, il l'a installé direct, ça a pris 3 minutes, il a tout installé, j'avais plus qu'à mettre mes fringues dedans et à lancer une machine, c'était magique. Parce qu'en plus au Japon, je vous en ai déjà parlé dans mon épisode spécial appartement, mais souvent vous allez avoir en fait une chose qu'on n'a pas nous on va avoir juste un tuyau d'arrivée d'eau. Au Japon il y a un bac en fait, un bac qui est réservé à la machine à laver souvent dans les appartements. Imaginez, c'est un peu comme une cabine de douche mais sans les vitres, c'est un genre de petit bac où votre machine à laver vous allez la poser par dessus, du coup vous allez avoir un tuyau pour brancher l'arrivée d'eau, mais la sortie d'eau en fait va se faire directement en dessous, il va y avoir un genre d'évacuation comme dans une douche, comme si l'eau tombait et puis voilà. Et parfois, il y a aussi un tuyau qui est branché via cette évacuation, ça dépend un petit peu. Mais c'est hyper bien fichu, vous avez un emplacement. Bon, par contre, c'est vrai que ce qui est un peu chiant, c'est que si vous aviez décidé de mettre votre machine à laver à côté de votre lit, peut-être que c'est pas le meilleur emplacement dans votre appartement, parce que alors vous pourrez, mais il n'y aura pas l'arrivée d'eau. Bon, après, il y a rarement une arrivée d'eau à côté de votre lit. Hein. Bon, vous avez un appartement mal fichu. Mais voilà, là, c'est vraiment, en gros, on vous dit la machine à laver, elle va là, quoi. Donc, vous n'avez pas trop de choix de dire, tiens, je vais la mettre ailleurs. Vous pouvez toujours le faire, mais voilà, normalement, ils l'ont placée. Ils ont dit la machine à laver, tu la mettras là, gars. Cherche pas à midi à 14h, va pas nous faire chier. C'est bon, il y a l'emplacement, tu la mets là. Mais du coup, c'est vrai que pour l'installation, ça a été hyper cool et hyper simple.
Donc voilà, donc ah oui, j'oubliais un truc aussi, mais pour IKEA, l'avantage aussi, c'est les manuels qui sont compréhensibles. Donc pour installer ces meubles, on n'a pas de mauvaise surprise. En plus, au pire, je pense que même, je pense qu'il n'y a pas d'instruction en fait, hein, c'est que des dessins, mais de toute façon, vous pouvez les récupérer sur le site internet. Donc même s'il y avait besoin d'instructions en anglais ou en français, c'est les mêmes meubles, donc vous pourrez les récupérer. On a donc pour moi le Quatuor, parce que Quator ça fait un peu comme un castor ou un je sais pas quoi, mais voilà, donc je ne sais pas parler. Mais voilà, nous avons les 4 gagnants, voilà, entre Ikea, Nitori, Yodobashi et Big Camera. J'ajouterai aussi à ça les 100 Yen Shop, hein, et peut-être un troisième acteur que vous connaissez tous, c'est Amazon, bah oui, ou alors Rakuten, hein, si vous voulez faire dans le local, qui est l'Amazon japonais en quelque sorte. Oui, Amazon, mine de rien, c'est quand même super pratique. J'ai acheté pas mal de trucs dessus aussi. Ma grande télé, là, c'est pareil. Vous avez Amazon à la version anglaise de son site, donc vous pouvez avoir tout traduit. Et c'est facile de comparer. Du coup, vous pouvez avoir les reviews en direct, des bons prix. Vous avez, vous savez aussi, la livraison au Japon, ça a vraiment rien à voir avec ce qu'on a chez nous en France. Du coup, on est beaucoup plus serein dans les délais et dans le service. Et puis, voilà, moins de stress d'acheter en ligne que d'aller en magasin. Par exemple, j'aurais pu acheter mon frigo en ligne, hein, et ça serait peut-être encore plus simple. J'aurais pu comparer, mais bon, c'est vrai qu'au Yodobashi, on peut voir les choses. Parfois, c'est bien aussi de voir et de regarder et de mettre la main dessus et de mettre la main dans le frigo. Ça ne sert à rien, mais vous serez content quand même de le faire. Bref, là aussi, j'ai prévu pour mon prochain appartement de faire quelques achats sûrement en ligne sur Amazon. Genre, j'aimerais m'acheter un écran ultra-wide d'ordi, j'aimerais acheter une grosse télé, un peu de matos électronique. Bah oui, je vais me faire plaisir quand je vais retourner au Japon parce que je vis en nomade depuis 3-4 ans et j'avoue d'avoir un chez moi, d'avoir des affaires à moi et me faire plaisir, avoir une grande télé, avoir une PS5, avoir un coin ordi sympa et pas être de travailler sur un laptop. Moi, je travaille sur mon laptop tout le temps, assis dans mon canapé, dans mon lit. Je l'ai pas fait sur les toilettes, mais ça pourrait arriver. Voilà, donc c'est vrai qu'avoir un vrai chez soi, ça va me faire plaisir et je vais me faire plaisir. Il y a aussi, voilà, là on est dans l'option donc du foyer moyen, vous l'avez compris, on aménage assez bien l'appartement, on n'est pas dans le luxe, mais on se fait plaisir. Mais peut-être que vous allez vouloir faire dans le cheap au départ. Et après avoir un budget, voilà, vous n'allez peut-être pas avoir un budget de dingue et vous n'allez pas vouloir dépenser plein d'argent pour vous installer. Et dans ce cas-là, il y a des solutions, hein, il y a des solutions alternatives, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Il y a ce qu'on appelle les magasins de second hand. Il y a plein de petits magasins au Japon qui vendent de l'électronique ou des meubles d'occasion laissés par des gens qui déménagent, des gaijins par exemple, qui vont rentrer chez eux. Car oui, je vous ai déjà expliqué la chose, hein, mais les encombrants au Japon, c'est encombrant justement, c'est super relou. Faut prévenir 2 semaines à l'avance, en tout cas à Kyoto c'était comme ça. Il fallait payer pour chaque meuble, tout étiqueté, et vous deviez le déposer à un endroit précis, ce qui n'est pas forcément possible, hein, si vous êtes tout seul. Vous n'allez pas vous trimballer votre canapé sur 500 mètres, hein, dans les rues de votre ville, parce que vous n'allez pas porter un canapé tout seul, voilà, tout simplement. Du coup, une solution souvent, c'est de faire passer une petite entreprise qui va vous débarrasser de tous vos meubles contre un petit chèque et qui les revendra ensuite à des nouveaux arrivants. Et le nouvel arrivant, ça sera peut-être vous. C'est une solution franchement qui est économique pour s'installer à moindre prix sans taper dans du neuf, sachant que les gros magasins aussi comme Yodobashi ou Big Camera vendent aussi des secondes mains pour l'électronique. Ça peut valoir le coup, ou l'électroménager aussi. Quand je dis électronique, je pense à électroménager bien sûr. Donc ça peut valoir le coup, surtout que les Japonais sont souvent très précautionneux. Et puis les entreprises aussi vont pas vous vendre de la merde. Donc ils vont repasser derrière, ils vont réparer, ils vont faire en sorte que ça tourne. Vous allez même avoir une garantie, hein, derrière. Donc voilà, vous prenez pas trop de risques, je pense, en achetant. Moi je l'ai pas fait, mais je pense que vous prenez pas trop de risques en achetant de la seconde main au Japon. Un autre tips pour ceux qui veulent faire des économies, c'est un truc très bête, hein, mais c'est inscrivez-vous sur les groupes d'expats de votre ville. Il y a forcément un groupe Facebook des Kyotoites gaijin à Kyoto, enfin les gaijins à Kyoto, etc., les gaijins de Tokyo, les gaijins de Fukuoka. Sur Facebook, vous aurez souvent 2, 3, 4, 5 groupes là-dessus, et qui sont souvent des groupes qui permettent de s'entraider, mais aussi de vendre entre expats. Alors parfois, il y a même des Japonais qui sont dessus, hein. Ça permet de vendre des meubles ou autres petits objets. Il y a souvent un va-et-vient régulier d'étudiants, de travailleurs, et qui sont là pour travailler pour 1 an ou 2 ans en working visa, ou qui sont des expats. Et quand vous vous retrouvez à l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde, et que vous devez rentrer dans votre pays d'origine, qui est l'autre bout du monde, vous n'allez pas vous trimballer votre grille-pain, ou votre planche à repasser. Le fauteuil sympa que vous aviez acheté, la petite chaise que vous aviez trouvée dans la rue qui était chouette et que vous avez retapé, non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la vendre pour pas cher, etc., sur un groupe Facebook pour vous en débarrasser. Et donc, il y a moyen de récupérer, si vous êtes un peu débrouillard, pas mal de trucs. Alors bien sûr, si vous voulez un truc un peu encombrant, faudra louer une voiture ou avoir un ami qui a le permis. Donc ça, c'est toujours la problématique. Si vous n'avez pas de permis comme moi, forcément, passer par Ikea et d'avoir un livreur, c'est quand même plus pratique.
Mais sinon, pour les petits trucs, il y a moyen de faire plein de bonnes affaires facilement et de se meubler pour pas très cher, de récupérer un grille-pain, un toaster, une poêle, tout ce que vous voulez, tous les petits trucs de base qui peuvent servir. Et j'ai quand même dû aussi, voilà, ce dont j'avais oublié de vous parler, mais je voulais vous en parler tout à l'heure, mais j'avais enchaîné, c'est que les premiers jours, j'ai fait des opérations donc commando pour faire du camping, hein, bien sûr, parce que j'ai campé chez moi sans frigo quelques jours, sans rideau, etc., hein. Le premier soir, donc j'avais juste le futon et la poêle, c'est ce que je vous ai dit. Mais voilà, j'ai dû aussi m'acheter une petite lampe que j'avais branchée parce que j'avais pas tout de suite mes lumières. Donc j'ai branché ma lampe par terre. J'avais mon laptop sur les jambes en train de, voilà, de faire mes devoirs sur mon futon. Et parce que pourquoi j'avais pas acheté des lumières? Parce que les lumières au Japon, bah, c'était pas des ampoules, moi, qui étaient comme des ampoules comme on a chez nous. C'était un système un peu bizarre de clips qui se clipsaient sur les côtés. Du coup, je savais pas trop quoi acheter. Donc j'ai pris un peu de temps. Puis le premier jour, j'ai pas eu le temps. J'ai fait beaucoup de choses et du coup, bah, j'ai abandonné. Je me suis dit bon, je vais pas perdre de temps là-dessus. Donc j'ai pris juste une petite lampe, genre de lampe de bureau qu'on branche comme ça. Et ça a été ma lampe pour les premières nuits avant que je m'achète des vraies lampes. Il m'a fallu en gros 3 bonnes semaines hein, pour être vraiment bien installé dans mon appartement. Bah, vous avez de la chance hein, parce que oui, je vous ferai vivre aussi mon installation au Japon prochainement si tout va bien. Même si j'ai toujours pas de date et que je commence à trouver le temps long, hein, j'attends toujours que voilà, que la personne qui s'occupe de faire mon working visa m'envoie mon contrat de travail. Ils sont pas très rapides, hélas. Et je pensais pouvoir partir en mai, mais là, c'est mort. Je pense qu'au mieux, je peux partir en juin, mais je commençais même à m'inquiéter parce qu'ils sont tellement lents. Mon dossier n'est toujours pas arrivé à l'immigration. Donc, bah voilà, hélas, ça prend du temps et ça m'agace un petit peu, mais c'est comme ça. Je n'ai pas trop le choix. Et ça, de toute façon, je vous en parlerai dans les Road to Japan. Un autre truc aussi pratique dont j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au Yodobashi Camera, un des premiers trucs que j'ai acheté, c'est aussi une visseuse. Bah oui, une visseuse et puis une genre de mini boîte à outils. Parce que bah, quand vous allez arriver et que tous les meubles Ikea arrivent, je peux vous dire que d'avoir votre petite visseuse, ça vous fait gagner énormément de temps. Puis d'avoir votre petite boîte à outils, ça peut vous permettre aussi de régler 2-3 petits trucs rapides. Donc voilà, c'est aussi des petits achats à la con, mais la visseuse, c'est un des premiers trucs que j'ai acheté, il faut le savoir. Hein. Je pense que j'ai acheté mon futon en premier, et après, le deuxième aller-retour, je suis allé au Yodobashi, j'ai acheté une visseuse, et elle m'a servi très très rapidement. Donc il y a des petits trucs comme ça pratiques qu'il ne faut pas oublier et qui vont vous servir à acheter. Mais au Yodobashi, et le Big Camera sera parfait pour tout ça, parce que vous allez trouver tous ces trucs-là. C'est vraiment des magasins qui sont gigantesques, on trouve un peu tout ce qui est électronique, pratique, vous l'aurez, donc... c'est un conseil aussi, Yodobashi ou Big Camera dès le départ, pour acheter des trucs de base, ça va beaucoup vous aider. Mais voilà, on en a fini pour l'installation cette semaine, et on va passer, comme vous le savez, comme d'habitude, à l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va suivre un photographe japonais qui vit à Tokyo dans l'insta de la semaine. Alors non, il n'est pas spécialisé dans la photo de meubles, oui, c'était la thématique, mais j'ai pas ça sous le coude, désolé, il doit y en avoir, mais là, c'était pas le cas. Non, lui, il fait dans le portrait, dans le street art, enfin dans la street photographie plutôt, en général, voilà, c'est ce qu'on peut trouver sur son compte. Sur son Insta, donc c'est rempli de jolis clichés. C'est pas le photographe le plus talentueux que j'ai vu, je vais pas vous mentir, sur Instagram, mais c'est un compte assez intéressant à suivre qui amène une autre facette du Japon, un peu plus citadine, un peu plus urbaine, peut-être un peu moins vacances, un peu moins voyage, un peu moins vous faire rêver Japon, mais c'est du Japon urbain. Son compte, c'est Masak1211. Bizarre, mais voilà, comme d'hab, il y aura le lien dans la description de l'émission, ça sera plus simple pour cliquer, et sur le Patreon pour les abonnés. Car oui, c'est le moment, c'est l'instant promo. Bah oui, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir le podcast, il y a 2 manières. Le premier, c'est donner des pépettes, voilà, vous me donnez de l'argent en vous abonnant au Patreon. Alors l'argent, c'est pas pour que je m'achète des putes de luxe, voilà, oui, on est vulgaire aujourd'hui, oh là là, mon Dieu, c'est affreux, ni pour m'acheter ma fameuse PS5 au Japon, non, c'est juste pour les frais du podcast. Il y a des abonnements qui est à la base à 2 €, donc c'est pas très très cher, et ça permet de soutenir le podcast. Je retiens à remercier, il y a quelqu'un qui s'est abonné il y a pas très longtemps, justement, et je tiens à la remercier. C'est toujours sympathique de voir des gens qui participent un petit peu financièrement au podcast. J'ai des frais dans l'année, donc ça me permet, ça et les pubs, ça me permet pas encore de rentabiliser les frais du podcast, mais au moins j'en suis plus très loin, je perds
pas trop d'argent avec, donc c'est toujours ça de près. Mais bon, de toute façon, je fais ça par passion, donc même si je perdais de l'argent, que je gagnais rien du tout, je continuerai de le faire. Donc merci beaucoup en tout cas pour tous les abonnés. Il y a des gens qui sont abonnés depuis très très longtemps et je les remercie parce que c'est un gros soutien. Ça permet d'un peu réduire mes frais sur le podcast et bon, c'est très appréciable. Et l'autre façon de soutenir le podcast si vous voulez pas mettre de l'argent, vous avez le droit totalement, et c'est un truc encore plus simple, c'est de faire la promo à ma place parce que je la fais pas et je suis très flemmard sur la promo. Oui, je me vends pas très bien, voilà. Mais si vous pouvez parler du podcast sur les réseaux sociaux, à vos amis, en partager, en parler à droite à gauche, laissez des commentaires sur vos plateformes, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify maintenant aussi qui permet de mettre des commentaires, de mettre des notes. Ça permet de faire connaître le podcast et c'est toujours apprécié. Puis moi, je suis toujours content de lire des commentaires. C'est bien quand vous notez, mais j'avoue, je préfère encore les commentaires parce que une note, je vois juste qu'il y a eu une note, mais avec un commentaire, ça fait plaisir de le lire. Voilà, sauf si c'est pour venir m'insulter. Dans ces cas-là, évitez. Surtout si vous me trouvez sympa. Ce serait pas très très logique tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler sur vos réseaux sociaux ou sur le marché de votre village aussi. Oui, c'est les élections, donc pourquoi pas à faire la promo à côté de la République En Marche, du PS et de je ne sais pas qui, d'aller faire la promo d'Explore Japon avec des petits flyers. Soyez fous, soyez innovants. Alors bien sûr, j'en demande pas tant, mais si vous pouvez faire un petit geste de temps en temps, ça me fait plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a toujours du monde qui l'écoute, qu'il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent. Ça me motive, surtout après 162 épisodes, vous vous en doutez que c'est du boulot quand même, c'est pas mal de choses de faites, donc c'est un peu ce qui me permet de continuer à le faire et me motiver à vous faire d'autres épisodes, surtout si vous appréciez, tant mieux. Mais allez, on a parlé de marché, ça m'a donné envie de baguette, et ça tombe bien, parce qu'on va manger du bon pain dans la rubrique Voldemort. Car oui, cette semaine, on va aller se manger quelques viennoiseries et autres pains et sandwichs divers et variés à côté de Tokyo. Car oui, aujourd'hui, je vous amène à Otsu. Mais si vous savez, si ça vous dit rien, écoutez d'anciens podcasts parce que j'en ai déjà parlé quelques fois. Il me semble que j'ai même fait un épisode spécial pour Otsu et puis j'ai dû en parler plusieurs fois quand je parlais du lac Biwa. C'est une station donc balnéaire qui est donc à côté du lac Biwa, qui est le plus grand lac du Japon, juste à côté de Kyoto. Otsu, c'est une ville qui est quand même assez grande, pas une très grosse ville, mais une petite ville sympa, qui est donc à 10 minutes de train seulement de Kyoto. Donc c'est vraiment la banlieue proche de Kyoto. Et je suis allé me faire personnellement quelques balades sur Otsu par le passé, et j'ai forcément cherché, vous me connaissez, un petit coffee shop sympa dans le centre. Mais hélas, il n'y en avait pas à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est le cas encore maintenant, mais il n'y en avait pas, il y avait juste des Starbucks. Je me suis fait des Starbucks quand même, mais je me suis donc replié quand même à la recherche d'une petite pâtisserie ou un truc mignon, un truc sympa qui changerait un peu. Et je suis tombé sur une petite boulangerie, un peu paumée, dans un recoin d'Otsu, mais pas d'au-dessus, enfin d'au-dessous. Oui, cette blague était totalement pourrie. Et donc cette boulangerie qui n'était pas du tout mauvaise. On est donc dans la petite boutique japonaise artisanale habituelle. C'est une maisonnette avec un petit commerce comme on les aime. La boutique, elle est pas bien grande. On est dans le brut, le béton brut avec une mini verrière à l'entrée et une porte d'entrée qui fait très porte de maison finalement. On retrouve de longues, pas des tables, mais on va dire des comptoirs tout le long du mur avec divers viennoiseries du jour. Bon, vous attendez pas trop à du sucré non plus, on est plus dans le salé, c'est le Japon aussi. Le genre de pain saucisse, vous voyez, des pains avec des petits bouts de saucisse, des pains en fromage ou des pains à la moutarde, ce genre d'encas quoi. Et aussi le classique de chez le classique, le fameux pain à l'ail. Oui, je suis un adorateur du pain à l'ail, mais qui ne l'est pas. Attention, si vous ne l'êtes pas, je vous préviens, vous allez être banni de ce podcast. Non, je rigole, vous pouvez encore l'écouter, mais bon, j'avoue, le pain à l'ail, j'adore ça. Surtout quand on est au Japon et qu'on manque de pain, le pain, ça devient vraiment un plaisir ultime. Déjà que le pain, c'est bon. Alors en plus, quand vous en avez pas tout le temps, vous l'appréciez encore plus. Car oui, dans cette petite boulangerie, on trouvait aussi des baguettes là-bas. Je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure boulangerie du Kansai, mais en étant sur Otsu, j'ai du mal aujourd'hui avec Otsu, ça fait plaisir de trouver ce genre de petite boulangerie pour se faire une petite pause sandwich. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas vous poser sur place, je vous l'ai dit, c'est pas très grand. Mais bon, à quelques minutes à pied, vous pouvez vous retrouver assez rapidement en front de mer, enfin en front de lac plutôt, parce que c'est pas la mer, c'est un lac, pour vous poser et déguster votre mini sandwich ou votre mini pizza par exemple, parce qu'il y a aussi des genres de mini pizza.
Bref, si vous allez sur Otsu et que vous avez, là je l'ai bien dit, je suis fier de moi, vous avez un petit creux et que vous êtes en manque de pain, eh bien vous pouvez tester Dry River, car oui, je vous avais pas donné encore le nom. C'est une bonne adresse pour profiter de la charmante ville d'Otsu, en espérant que depuis, il y ait un coffee shop cool qui existe sur place dans le centre. Moi, ça me ferait plaisir parce que j'avoue, j'aime bien aller me balader dans Otsu, et si je pouvais me faire ma petite pause café sur place, ça serait quand même cool de se balader le long du lac Biwa et de se faire plaisir. Et voilà pour le moment. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand c'est fini ? Eh bien, on passe au coup de cœur du moment. Eh bien, cette semaine, le coup de cœur va être un petit peu spécial et il va être très rapide. Mon coup de cœur, c'est pour l'Italie. Oui, l'Italie a perdu contre la Macédoine pour la qualification de la Coupe du Monde et ça me rend très joyeux. J'ai une pensée pour mes voisins italiens que je détestais. Si vous avez suivi le podcast, rappelez-vous qu'ils faisaient des fêtes toutes les soirs, toutes les nuits. Ils faisaient du bruit à n'en plus finir. J'ai pas pu dormir pendant 3 mois. Je dormais avec un gros casque anti-bruit. Et voilà, ça m'a fait plaisir de voir que l'Italie, pour qui le football est quelque chose de très important, n'ira pas à la Coupe du Monde et en plus éliminée par cette équipe de la Macédoine qui a pour seul fait d'armes d'avoir battu l'Italie en barrage de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était mon petit plaisir, dont j'avais pas d'autres trucs très importants à vous raconter aujourd'hui. Et c'est tombé bien parce que voilà, j'avais pas de petits plaisirs à vous raconter cette semaine, de trucs sympas. Voilà, c'était mon petit plaisir à moi qui était cool et voilà, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis donc comme d'habitude à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? On se dit ciao, bye bye, matane, à bientôt.10に腰掛ける椅子をたくさん集め、寝ているのは1人か2人、順番に待ち時間を利用する。犬はベランダでミラと落として水をこぼす。誰かが笑って明後日のカレンダー、間違い探しの旅に出る。天球儀から天気予報を順番に予想して占って、部屋から出るのは1人私。公共手段迷いなく、かかりつけの医者にお願いすることもある。1月末に答え出してたらして